Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes en ce vendredi qui s'annonce caniculaire. Alors je sais pas si vous avez adapté votre entraînement, pour ma part, même si sur les dernières semaines j'étais dans une phase d'adaptation à la chaleur. Là, les températures sont vraiment montées trop haut pour que je continue ma pratique sous ce soleil caniculaire, cette chape de plomb qui nous tombe sur les épaules. J'ai privilégié les séances vraiment très matinales pour garder un petit peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, il m'en faudra puisque je participe ce dimanche, donc 19 juin, au Foulée du Gois, donc du côté de Noirmoutier. Le départ se fera de Beauvoir-sur-Mer. Donc si vous êtes dans la région, si vous participez peut-être à cette course, je serais ravi de m'entretenir avec vous, qu'on puisse échanger un petit peu avant la course et de partager ces quelques kilomètres à fleur d'eau, puisque c'est la particularité de cette course du Gois, de se situer donc presque au niveau de la mer sur une route qui se découvre le matin et le soir. Donc j'ai hâte moi aussi de voir la course des As où 30 athlètes viendront défier les eaux puisqu'ils courent avec les pieds, les mollets, les genoux, voire les cuisses pour certains dans l'eau. Donc ça s'apparente à une course vraiment épique. Voilà ce qu'il en est de mon actualité de la semaine. Alors place à la présentation donc de cet épisode du jour, à la présentation de mon invité. J'ai eu le plaisir d'accueillir Romain Adam, qui avec son frère Guillaume, qui est déjà passé lors d'un épisode, a fondé l'entreprise Run Motion Coach, application dédiée au running que vous avez peut-être déjà aperçu, que vous avez peut-être déjà testé, ce qui est mon cas, et qui propose donc un accompagnement pour les sportifs avec un algorithme qui, au fur et à mesure des semaines, va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, Romain vient nous présenter le baromètre du running pour l'année 2022. Il est sorti le 1er juin, donc 1er juin 2022, à l'occasion de la Journée internationale du running. Cette étude, réalisée auprès d'un panel de coureurs réguliers, à la fois utilisateurs de l'application RunMotion et d'autres qui ne le sont pas, a permis de dégager de nombreux enseignements sur le profil des coureurs à la fois hommes et femmes, mais également de dégager les tendances actuelles de notre sport. Différents items seront donc abordés, à commencer par la motivation des coureurs, mise à mal après 2 années de Covid, mais également les habitudes des sportifs. Est-ce qu'ils pratiquent le sport seul ou en groupe ? Une tendance qui émerge en 2022, c'est le retour des courses officielles, un petit peu délaissées pendant cette période de pandémie, sans oublier les objets connectés, les nouvelles technologies, coucou le carbone, et ce sentiment d'appartenir à un sport éco-responsable. Ce sont des aspects que nous allons traiter ensemble, sans oublier le nerf de la guerre, à savoir le budget. Combien les Français, combien les personnes qui ont été sondées dans ce baromètre du running sont prêtes à dépenser pour leur pratique de ce sport favori qui est le running. Alors moi je vous laisse en compagnie de Romain Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach, pour ce baromètre du running 2022. Bonne écoute à vous. Bonjour Romain, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors tu vas nous dresser le baromètre du running quelques jours après cette journée internationale donc de la course à pied, c'était le 1er juin. Je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es. Tu es le cofondateur donc de l'application Run Motion, mais je vais te laisser en dire un petit peu plus sur ton parcours sportif et sur cette application Run Motion que de nombreux auditeurs peut-être utilisent. Bienvenue à toi. Merci Sébastien, bonjour à tous. Alors, je te laisse te présenter, Romain, nous dire de façon état civil qui tu es, et puis au niveau sportif, qu'est-ce que tu pratiques comme activité ? Est-ce que tu es plutôt trail ou plutôt route ? Alors moi je suis Romain Adam, j'ai 32 ans, cofondateur de l'application Run Motion Coach. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la course à pied. J'ai démarré par la piste, par l'école d'athlétisme, donc du 1000 mètres quand j'étais jeune, ensuite du 800, du 1500 mètres. J'ai couru le 800 mètres en 1 minute 51 et le 1500 mètres en 3 minutes 53.
Et donc ça, c'était en 2013, l'apogée, on va dire, de ma carrière, si on peut dire, au niveau piste. Et puis après, j'en ai eu un peu marre, en fait, de la piste, de tourner autour de la piste, alors qu'on a enfin, moi, je viens de Savoie, et de Haute-Savoie. Et donc, en fait, on a des paysages magnifiques. Et donc, à ce moment-là, ça me trottait dans un coin de la tête d'aller courir en montagne plus souvent. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire plus de trail à partir de 2015-2016. Et puis, également de la route, parce que j'avais envie de me tester sur marathon. Je pense que on n'est pas obligé de faire un marathon pour être un vrai coureur, mais par contre, quand on est coureur, à un moment donné, ça nous trotte forcément dans un coin de la tête. Et donc, j'avais très envie de tester ce marathon. Donc maintenant, j'ai une pratique qui est plutôt variée, avec, on va dire, au printemps, plutôt de la route pour travailler la vitesse. L'été, vu que j'habite près des montagnes, j'ai trop envie d'aller à la montagne pour faire autre chose que du trail, donc je fais pas mal de trail. Et puis à l'automne, j'essaye de rebasculer sur la route, parce que dans les forêts, il y a les chasseurs, et donc c'est vachement moins sympa d'aller courir en forêt à partir du mois d'octobre. Donc à ce moment-là, je rebascule sur la route. Alors tu le disais, cofondateur de Run Motion Coach, est-ce que tu peux nous dire comment, avec Guillaume, ton frère jumeau, vous avez été amené à créer cette application et quelle est son évolution? Parce que depuis la sortie, je pense qu'il y a eu pas mal d'innovations et la communauté autour de cette appli ne fait que grandir. Avec Guillaume, en fait, on avait pas mal de collègues et d'amis qui nous demandaient des conseils pour progresser en course à pied. Donc moi, je travaillais dans le financement d'entreprise à Annecy. Guillaume, lui, était à Boston au MIT il travaillait sur la prédiction de performance en course à pied. Et en fait, des deux côtés de l'Atlantique, on avait ses amis et ses collègues qui nous demandaient un conseil, par exemple, pour passer, ou un plan d'entraînement pour passer sous les 3 heures au marathon, par exemple, ou battre leur record personnel sur 10 km, voire s'initier au trail. Et en fait, on s'est rendu compte que chacun avait besoin d'avoir un plan d'entraînement structuré pour déjà pour varier les entraînements et puis pour mieux progresser. Et puis c'était pas tout, parce qu'on leur donnait un programme d'entraînement, mais ils le suivaient pas toujours. Et donc on s'est dit, on va essayer de les motiver, et on échangeait en fait régulièrement avec eux sur WhatsApp pour avoir leur feedback et puis pour les motiver. Et donc on s'est dit, on va créer un service de coaching. À ce moment-là, ça existait pas vraiment, on va dire. Et puis, on s'est dit, on va simuler cette interaction avec le coach. Et donc, dans l'application Run Motion Coach, on a eu très vite l'idée d'associer plan d'entraînement et conversation avec un coach virtuel. Et donc, l'application, elle est sortie en octobre 2018 sur iPhone, puis en avril 2019 sur Android. Il y a eu pas mal de versions, il y a eu des évolutions, notamment avec les coachs virtuels, où désormais on peut choisir le tempérament de son coach, si on veut un coach autoritaire, un philosophe ou positif. Et puis les programmes d'entraînement maintenant qui sont adaptés à tout type d'objectifs, route, trail, jusqu'à ultra trail, également bien-être et perte de poids. Et donc là, on a aujourd'hui 4 versions différentes qui sont sorties, et on a une exclusivité, c'est qu'il va bientôt y en avoir une 5e qui va sortir début juillet. Quelle sera cette exclusivité? Est-ce que tu peux en dire plus, ou est-ce que ça reste pour l'instant confidentiel? Non, je peux vous en dire plus. C'est que en fait, dans Run Motion Coach, le but d'une application comme la nôtre avec de l'intelligence artificielle derrière, c'est que le plan d'entraînement vient s'adapter en fonction des retours de l'utilisateur, que ça soit sur son état de forme, sur ses résultats d'entraînement ou son emploi du temps, parce qu'on a tous des emplois du temps qui peuvent changer chaque semaine. Et en fait, on demandait ces paramètres-là chaque début de semaine, soit le dimanche soir ou le lundi. Et en fait, tu peux imaginer ta semaine idéale le lundi, et puis pour une raison X ou Y, le jeudi, tu as finalement eu une réunion qui s'est rallongée, ou tu as eu un imprévu familial et que tu n'as pas pu aller courir. Qu'est-ce que tu fais le lendemain pour finalement rattraper cette séance? Et donc, cette nouvelle version, elle va avant tout permettre d'aller encore plus loin dans la personnalisation et de pouvoir encore faire évoluer ton programme d'entraînement en cours de semaine et pas seulement en début de semaine. Donc ça, c'est l'évolution, on va dire, principale. Et puis derrière, il y a plusieurs fonctionnalités et puis plusieurs choses qui viennent renforcer cette personnalisation dans cette nouvelle version de l'application Run Motion Coach. Alors pour l'avoir testé, c'est vrai que c'est un outil assez ludique qui colle finalement à notre état de forme quand on remplit bien justement les feedbacks, comme tu le disais. Et moi, je l'avais utilisé au sortir du confinement, ce qui m'avait permis de, on va dire pas simplement, mais avec beaucoup donc de pratique, et au fur et à mesure des séances, on sent la montée en puissance, et j'avais, je crois, rempli les objectifs en battant 2 ou 3 records à quelques semaines d'intervalle. Donc
Runmotion est un assistant virtuel pour le coaching et la course à pied, mais il y a d'autres choses, hein, tu le disais, en termes de méditation, en termes d'accompagnement, vous proposez également des contenus. Alors peut-être sur la partie payante pour les personnes qui disposent d'un abonnement. Oui, exactement. Il y a deux aspects. Il y a donc le mode gratuit dans Runmotion Coach, et puis il y a le mode premium à partir de 5 € par mois pour un engagement d'1 an. Donc ça reste modique par rapport à l'achat d'une paire de chaussures, par exemple, ou par rapport à un coach personnel ou une licence fédérale, on va dire. Et en fait, dans cette version-là, on peut avoir donc cette personnalisation avec ses retours avec le coach, etc. Et puis on a, comme tu le dis, de la méditation, de la sophrologie pour préparer un objectif, que ce soit course ou bien-être. On a également des conseils de préparation physique, de la nutrition. Et donc, en fait, cette version premium, elle permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation, dans le contenu. Et puis, sur cette version premium, tu peux aussi avoir tes séances Runmotion Coach sur ta montre GPS directement, notamment sur Garmin, Suunto. Et donc, comme ça te permet d'avoir juste à télécharger l'application, rentrer tes paramètres. Un petit peu. Et juste à courir. Voilà. Et maintenant, la seule chose qu'on peut pas faire pour toi, c'est courir. Donc, tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir, justement. Justement, Romain, sur les différentes années, aujourd'hui, on comptabilise combien d'utilisateurs de Runmotion? Pas forcément le nombre de téléchargements, mais d'utilisateurs actifs que vous voyez remonter au fil des séances. Donc jusqu'à présent, il y a eu environ 300 000 personnes qui ont téléchargé l'application et qui ont rentré un programme d'entraînement personnalisé. Et puis, des gens qui se connectent tous les jours ou tous les 2 jours, on est aux alentours de 30 000 personnes. Donc, principalement en France, 80%. Un peu en Suisse, Belgique, et puis également en Grande-Bretagne et Espagne, on va dire pour 10% sur cette partie hispanophone et anglophone, puisque l'application est disponible en espagnol et en anglais. Et là, on vient de recruter quelqu'un sur le UK pour en fait aller plus loin, et notamment sur la partie anglophone. Là, vous avez votre rythme de croisière où il y a justement encore cette volonté d'aller à l'international et d'exporter l'appli sur un monde francophone qui est déjà ouvert pour vous. Mais là, sur le monde anglophone, ce sera encore une autre marche. En fait, le besoin d'un coureur, je pense qu'il reste assez proche, qu'il soit américain, anglais, espagnol, italien ou français. Et donc, pour nous, en tout cas, l'enjeu, il est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus optimale possible, quelle que soit sa culture, finalement, parce qu'on peut avoir des cultures un peu différentes. Et puis, nous, on a pas mal de contenu à traduire, donc c'est pas simple forcément de décréter qu'on va ouvrir une nouvelle langue, mais en tout cas, pour nous, l'Espagne, on pense que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de trailers, les gens font aussi pas mal de marathons. Et puis, en anglais, c'est aussi important pour l'international, que ça soit dans des pays anglophones ou même pour des pays scandinaves, par exemple. Et donc, on pense qu'on peut apporter aussi beaucoup de choses à ces coureurs-là. Et donc, le fait qu'une application française développée dans les Alpes puisse s'exporter, je pense que c'est intéressant. Et nous, on est très fiers de ces origines françaises et alpines, et qu'on a très envie de le faire connaître au monde entier. Ouais. Alors, est-ce que tu utilises toi-même pour tes entraînements au quotidien l'application Runmotion? Est-ce que c'est elle qui te fait gravir les montagnes et battre des records? Exactement. Là, je prépare l'UTMB cet été. Donc, ce sera mon premier UTMB. J'avais fait la CCC l'année dernière, qui est le 100 km de l'UTMB Mont-Blanc. Et donc, j'ai rentré un programme d'entraînement Runmotion Coach avec 5 entraînements dans la semaine. Et puis, je prends un peu de liberté en rajoutant une 6e, en me faisant plaisir. Souvent, je rajoute du vélo, par exemple. Mais j'essaie de m'y tenir un maximum pour avoir une structure. Et puis, comme on le dit à nos utilisateurs, si tu respectes 80% de ton plan d'entraînement, tu as fait le travail. Donc, je prends un peu de liberté parce que je connais aussi derrière les programmes et comment sont construits les programmes. Mais ça me sert de très bon guide pour ma préparation. Ouais. Donc, objectif UTMB. Alors, quand on est chef d'entreprise, la tête dans le guidon, alors là au sens propre, hein, pas forcément sur le vélo, avec Runmotion et l'entreprise à faire tourner, est-ce que c'est si facile que ça de caser ces séances d'entraînement? Clairement non. Parce que quand je te disais tout à l'heure que dans la vie des coureurs, tu peux avoir une réunion qui se prolonge, ou parfois tu termines la journée, t'as pas forcément beaucoup d'énergie.
C'est typiquement à ce moment-là où des fois tu peux avoir une séance un peu difficile que tu as prévue et puis tu dois adapter. Donc ça, c'est quand j'essaye de prendre un peu de liberté parfois avec le programme. Mais non, c'est pas forcément facile. Après, on a quand même la chance de vivre de notre passion. On est tellement passionné par la course à pied que c'est extrêmement important pour nous d'aider les coureurs en fait à s'épanouir grâce à la course à pied. Donc en fait, chaque matin, on sait pourquoi on le fait. Donc ça nous arrive comme chacun d'avoir des difficultés, mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, eh ben tu mets l'engagement nécessaire comme à l'entraînement finalement. Et donc on est très 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 content de développer une application dans notre domaine de passion. Et puis Guillaume, lui, s'occupe de la partie technique, il est directeur technique, et moi je m'occupe plutôt de la partie partenariat B2B avec les organisateurs de courses notamment, et puis la partie finance, parce que c'est cette partie, c'est ma formation et ce pourquoi je suis le plus expert. Alors par rapport justement à cette expérience donc de quelques années avec Runmotion, quel serait pour toi le cofondateur la plus belle réussite? En dehors des retours utilisateurs qui viennent, je pense régulièrement jusqu'à vos oreilles, mais toi, sur le chemin que tu as parcouru aux manettes de cette application, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Je vais répondre tout de suite après, mais comme tu l'as dit, ce qui nous fait vraiment le plus plaisir, c'est vraiment les utilisateurs, et on s'en est rendu compte sur le marathon de Paris. On avait un stand et il y a vraiment des coureurs de tout niveau et des gens qui ont débuté la course à pied qui font des chronos entre 4h30 et 2h40, on va dire. Et en fait, on a appris, il y a des histoires qui sont incroyables, et de se dire que on a contribué à notre petite manière à ça. Franchement, on trouve ça incroyable, et c'est ça qui nous booste. Et après, je dirais, enfin peut-être si je devais retenir qu'une chose, je me rappelle que quand on est chef d'entreprise, on est souvent accompagné par des, on peut appeler ça consultant ou coach. C'est important d'avoir une prise de recul sur son activité. Et je me rappelle qu'on lui avait dit, s'il y avait une chose qu'on aimerait, c'est être coach officiel de très très grandes courses. Et notamment, on avait pensé à l'UTMB Mont-Blanc. Et le fait que Runmotion Coach est depuis 2021 ce coach officiel de l'UTMB Mont-Blanc, ça c'est peut-être une des plus grandes fiertés qu'on peut avoir. Et d'autant plus que c'est pas très loin de chez nous et que c'est une course mythique qui est connue partout dans le monde. Et donc, si je devais retenir qu'une seule chose, ce serait ce partenariat-là, ce label de coach officiel, et puis les relations qu'on peut aussi avoir avec plein d'organisateurs de courses. C'est super intéressant de comprendre l'envers du décor et pas seulement courir les compétitions. Et on se rend compte que c'est beaucoup de travail finalement que font les organisateurs de courses. Et ils font un travail formidable qui a dû être très compliqué en 2020 et 2021. Alors, c'est de là qu'est venu peut-être 2020-2021, un contexte un petit peu compliqué, cette volonté d'avoir un regard très précis sur ce que sont les compatriotes coureurs à pied. Vous avez mis en place le baromètre du running. Comment est venue cette idée d'aller sonder des nombreux coureurs sur leur pratique? Et on va voir les différents items par la suite. Comment ça vous est venu et est-ce que ça a nécessité un gros travail? La création du baromètre du running, c'était en 2020. Et en fait, 2020, ça a été ça a été terrible, mais ça a été aussi une opportunité finalement de réfléchir à sa pratique, prendre du recul. Je me rappelle avec Guillaume, tous les deux, on avait été très très impactés, un peu émotionnellement, on va dire, par ça. Moi, j'avais très peu couru pendant cette période-là parce qu'en fait, la compétition, même si c'est pas mon moteur principal, ça reste une motivation parmi d'autres. Et donc ouais, j'avais été assez impacté. J'avais moins couru, alors qu'il y a des coureurs qui avaient justement, on s'en a rendu compte dans le baromètre, qui avaient plus couru en 2020 parce qu'ils avaient plus le temps. Moi, à l'inverse, ça m'avait vachement impacté. Et en fait, ça m'avait permis de me reposer les questions de la raison pour laquelle je cours. Et en fait, on entendait pas mal de choses à la télé sur le fait qu'il y avait des néo-coureurs, qu'il y avait un boom incroyable de la course à pied. Et en fait, nous, on a voulu le vérifier parce qu'il n'y avait pas vraiment d'études précises à ce moment-là. La dernière étude vraiment référence était plutôt de 2017, je crois, sur les coureurs en France. Et donc, on s'est dit, faisons nous-mêmes ce travail-là.
probablement que ça intéressera les coureurs d'en savoir plus, probablement que ça intéressera les médias, probablement que ça intéressera aussi des acteurs dans le monde du running, les organisateurs de courses qui se posaient la question, est-ce qu'on fait des événements virtuels, est-ce que voilà, enfin comment on peut faire. Et donc le fait de créer une étude auprès des coureurs réguliers en France me permettrait d'avoir finalement des chiffres et des faits sur lesquels s'appuyer pour réagir ou pour prendre des décisions quand on est un acteur dans le monde de la course à pied. Donc c'est pour ça qu'on l'a créé. Oui, vous n'êtes pas passé par un organisme extérieur. Il n'y a pas eu un institut de sondage qui vous a donné un coup de main. C'est vous-même. Vous avez créé la trame, la structure par rapport aux différents items et paramètres que vous souhaitiez observer. Ça a été un travail colossal. En fait, il y a deux aspects dans cette étude. Il y a l'aspect interrogation, questionnaire, donc que j'avais construit et aussi en lien avec Dani, qui est une de nos actionnaires et qui est experte en marketing. Et donc avec Dani, on a fait ce travail-là, notamment sur le questionnaire, sur le fait d'avoir des questions qui soient le plus représentatif possible, d'aller chercher un panel qui soit aussi le plus représentatif possible. Et puis Guillaume, lui, s'est attaché notamment à l'analyse des données qu'on peut avoir dans l'application Run Motion Coach, parce qu'on a des dizaines de milliers d'utilisateurs, et donc ça nous apprend des choses sur, par exemple, les tendances sur à quel jour tu cours, quel type d'objectif tu prépares. Et donc ça, c'est des choses qu'on a analysées, qu'on a appelé donc plutôt big data. Et donc on a dans ce baromètre du running, on a une partie donc big data et une partie questionnaire. Et donc ça nous a pris du temps, notamment la première année, parce qu'il fallait construire le baromètre. On l'a créé, on a fait 42 pages, comme les 42 kilomètres d'un marathon. Et donc ouais, ça nous a beaucoup passionné, beaucoup pris de temps. Et donc forcément en 2022, fort de cette expérience qu'on avait réalisée en 2020, ça nous a pris un peu moins de temps et ça nous a permis de nous concentrer peut-être encore plus sur l'analyse des données qu'on a pu récolter. Alors cette étude a été faite en mai donc de cette année, mai 2022, sur un panel de combien de coureurs? Combien ont été interrogés? Coureurs et coureuses, on va pas segmenter et donner l'exclusivité aux hommes. Donc sur la partie questionnaire, il y a eu 1600 répondants. On va dire pour moitié utilisateurs de Run Motion Coach et pour moitié non utilisateurs de Run Motion Coach. Et pour certaines questions, notamment quand on pose la question sur le plan d'entraînement, forcément on a retraité la partie de personnes qui sont utilisatrices de Run Motion Coach pour faire en sorte que le panel soit le plus représentatif possible sur l'ensemble des questions. Donc on parle bien de coureurs réguliers, c'est-à-dire de personnes qui ont combien de séances à leur calendrier chaque semaine? Donc on s'est intéressé nous aux coureurs réguliers, donc c'est-à-dire des coureurs qui courent au moins 2 fois par semaine. Pourquoi on a choisi ça? C'est parce qu'on s'est dit que finalement quelqu'un qui court 2 fois par semaine, c'est en gros une centaine de sorties sur une année, donc c'est quelqu'un qui court de manière assez intensive et qui va, quand on fait 1000 km en général, on use au moins une paire de chaussures. Donc c'est arbitraire, mais en tout cas c'est un peu ce critère-là qu'on a choisi. Et puis après, quand on regarde les utilisateurs de Run Motion Coach, en moyenne ils courent 3,8 sorties par semaine, environ 11 km par sortie. Et donc ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est qu'à partir du moment où tu es un coureur régulier, tu cours en général au moins 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine, parce que tu sais que pour progresser, il faut quand même avoir une certaine régularité. Et donc, parmi notre panel, on a vu qu'il y a très peu de personnes qui courent seulement une fois par semaine, parce que si tu fais ça en général, tu prends pas trop de plaisir, parce que c'est compliqué la course à pied si t'as pas une certaine récurrence. Le cadre étant posé, Romain, on va se plonger dans ce baromètre, voir quels sont les enseignements. On va détailler item par item. Alors, le premier questionnement, c'est, on va dire, la motivation et les raisons qui poussent les coureurs à courir. Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre en 2022? Et puis, on peut faire le parallèle avec l'évolution sur le précédent baromètre. Qu'est-ce qui a finalement, on va dire, le vent en poupe? Donc, les coureurs réguliers en France, ils veulent quasiment tous, en tout cas 70%, se faire plaisir. Ça reste le moteur numéro 1 de leur pratique, se faire plaisir. Et après, se faire plaisir peut passer par le fait d'allonger les distances. Il y a 59% des Français qui en 2022 nous disent qu'ils souhaitent allonger les distances, notamment en compétition, et 52% qui souhaitent battre leur record personnel. Donc là, on pense notamment aux coureurs sur route qui peuvent avoir des références sur 10 km, semi ou marathon.
Donc c'est quand même quelque chose d'assez significatif, le fait de vouloir progresser et mesurer cette progression. Et par contre, on a aussi posé la question sur est-ce que les coureurs souhaitent courir plus souvent à l'entraînement ou plus souvent en compétition. C'est pas forcément ça qui ressort, c'est plutôt comme une conséquence du fait de se faire plaisir. Potentiellement, tu vas courir plus parce que vu que tu prends du plaisir en course à pied, tu vas avoir envie de le faire plus souvent. Mais c'est plutôt une conséquence qu'un réel objectif en soi de courir plus à l'entraînement ou courir plus souvent en compétition. Alors c'est vrai que peut-être les annulations récurrentes de courses liées à la période de Covid, on a vu beaucoup de coureurs mettre en place des événements un petit peu off, c'est-à-dire on se fait un challenge un petit peu personnel, ce qui fait que là, on allonge la distance, on se fait plaisir, mais on n'est pas forcément en compétition. Donc ça ressort dans votre baromètre. Ouais, exactement. Ouais. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai fait la traversée de la Chartreuse entre Grenoble et Chambéry. Et c'est le genre de défi que j'aurais pas fait, je pense, avant 2020. Oui. Donc ça renverse un petit peu, alors sans faire injure aux organisateurs de courses qui font, comme tu l'as dit, un boulot monstre, mais on est à la recherche, voilà, de peut-être plus d'authenticité, de simplicité, c'est-à-dire qu'on sort de la maison, on part courir et on allonge les distances. Est-ce que tu as un regard sur les distances qui vont être privilégiées? Quand on dit allonger la distance, est-ce que le marathon a le vent en poupe? Est-ce que c'est des distances encore supérieures quand on passe sur du trail? Est-ce qu'on peut les quantifier, ces allongements de distance? Alors non, pas en tout cas avec le baromètre du running 2022, mais par contre en 2020, on l'avait analysé. Et en fait, on se rend compte que finalement, les distances les plus courues sur route, c'est avant tout le 10 km et le semi-marathon. Parce qu'en fait, le marathon, ça reste assez confidentiel, on va dire. T'as le marathon de Paris qui fait environ 50 000 participants. T'as le marathon de La Rochelle qui fait environ 7 000 participants, qui est le deuxième en France. Et après, en fait, c'est plutôt des épreuves entre 1000 et 5000 participants. Donc, en fait, quand on regarde d'un point de vue volume global, le marathonien reste assez rare en France. Et puis, tu fais maximum, on va dire, 2 marathons par an. Donc, c'est pas forcément les distances les plus courues. Et de la même manière sur les ultra trails, forcément, c'est très inspirationnel de voir plein de coureurs qui font des distances au-delà de 100 km ou des courses comme l'UTMB Mont-Blanc, par exemple. Mais quand on regarde en termes de volume, c'est avant tout les distances entre 20 et 40 km qui sont le plus courues, aussi parce que tu peux en faire plusieurs dans l'année. Et donc, potentiellement, tu vas courir 4-5 courses entre 20 et 40 km sur une année et faire un seul ultra au-delà de 100 km. C'est le point d'orgue, on va dire, d'une saison de trailer quand ils ont atteint ce niveau déjà de performance. Potentiellement, oui. Et on voit aussi des coureurs qui nous disent, et c'est très bien aussi, j'ai pas envie de faire du très long. Je prends beaucoup de plaisir sur 20 et 40 km. Moi, ce qui a été mon cas jusqu'à il y a 2 ans. J'avais fait ma plus grande distance, c'était un 40 km sur du trail et c'était très bien. Et puis après, j'ai eu envie peut-être plus de me challenger, en fait, d'aller chercher des occasions d'aller puiser dans ses réserves, d'aller repousser ses limites. Et la distance peut faire partie de ces occasions de repousser ses limites. Bon, moi, je valide le côté j'allonge la distance, mais jusqu'au semi, je suis pas encore prêt, tu vois, à allonger jusqu'au marathon. Envie de peut-être aller chercher des chronos. Donc, je me retrouve un petit peu dans le baromètre sur le côté battre les records personnels, me faire plaisir. L'allongement de distance au-delà du semi, c'est pas encore pour moi. Alors peut-être dans le baromètre 2023 ou 2024, on verra. Pour ce qui est donc de la pratique, comment les coureurs sont amenés à pratiquer leur sport? Est-ce qu'ils le font seuls? Est-ce qu'ils le font en groupe? Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à 2020. Donc, on a posé cette même question en 2020 et 2022. On se rend compte que le plus souvent dans la semaine, les coureurs courent majoritairement seuls. À 70% des coureurs courent plus souvent seuls, même s'ils peuvent parfois aller courir une fois dans la semaine avec un ami ou dans un club. Par exemple, une personne qui fait 4 sorties va avoir tendance à courir au moins 3 fois dans la semaine seule. Et là, en fait, on voit une très forte augmentation de ce paramètre-là par rapport à 2020, plus 12 points. On est à 58% en 2020. Et en fait, nous, on l'analyse sur le fait que il y a eu du télétravail de manière assez intense en 2020-2021. Par contre, en 2022, je porte pas de jugement là-dessus, mais qu'en tout cas, les employés sont plus
plus amenés à revenir au travail. Et donc, c'est pas forcément simple d'aller courir, notamment entre midi et 2. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne proposent pas de douche ou de vestiaire pour les collaborateurs. Donc, globalement, c'est quand même plus difficile de se réorganiser en 2022. Et donc, la façon qui reste quand même la plus simple pour s'organiser, c'est de dépendre que de son agenda et que de sa volonté. Et donc, c'est probablement pour ça que les coureurs reviennent à une pratique majoritairement seule. Néanmoins, il y a quand même 17% des coureurs réguliers qui pratiquent la course à pied majoritairement en groupe ou dans un club de course à pied. Il y en a 7% qui vont courir très régulièrement avec des amis, 5% avec leur famille, notamment les week-ends, et 1% avec leurs collègues. Donc 1% avec les collègues, ça rejoint ce que tu disais sur le fait que les entreprises n'offrent peut-être pas les infrastructures pour avoir un vestiaire, se changer, prendre une douche, et le temps du midi n'est pas toujours opportun pour pratiquer son activité préférée. Cependant, voilà, 70% en solo, je me reconnais dedans avec cette petite piqûre de rappel de temps en temps avec le club. Donc ça confirme un petit peu ce que l'on peut voir nous sur le terrain. Des personnes qui adhèrent donc au club de course à pied où je suis, mais qui vont avoir parfois une pratique un petit peu solo avec un entraînement ponctuel. Donc ça reflète bien ce que l'on voit sur le terrain en tout cas. Autre facteur, la connexion. Vous êtes à la tête d'une application, donc forcément, il faut que vos utilisateurs soient connectés. Est-ce que c'est le cas pour l'ensemble des coureurs? Est-ce qu'ils sont tous équipés d'une montre GPS qui va traquer leurs données du début jusqu'à la fin de leur séance? Qu'est-ce qui ressort dans cette étude? Donc, ce qui ressort, c'est que les coureurs réguliers sont très connectés, voire ultra connectés. En 2020, il y avait 86% des coureurs qui utilisent une montre GPS pour suivre leurs activités, combien de kilomètres ils ont parcouru, la distance. Enfin, pardon, c'est déjà ça, c'est la distance, c'est l'allure, et puis par exemple le temps qu'ils ont passé. Et donc en fait, c'était 86% en 2020 et c'est 93% en 2022. Donc il y a un bond de 6 points sur le fait d'être équipé d'une montre GPS. On pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est que aujourd'hui, les montres GPS, notamment en entrée de gamme, sont à des prix plus accessibles. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a pas mal de coureurs qui ont maintenant des montres connectées, type Apple ou Samsung, par exemple. Et c'est notamment les publics plus bien-être qui n'avaient pas forcément envie d'acheter une montre GPS, qui peuvent se laisser tenter par ces montres connectées, plus urbaines. Et puis, il y a 6% des coureurs réguliers qui utilisent une application de tracking. Ça peut être via Strava, par exemple. Donc, ils utilisent le tracking via leur téléphone mobile. Ça peut être aussi Adidas Runtastic, Runkeeper, des applications comme ça. Et en 2022, il y a seulement 1% des coureurs qui courent avec une montre simple et moins de 0,5% qui ne mesurent pas du tout leur activité. Ce qui fait qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que les coureurs réguliers en France sont très très connectés. Alors très connecté, voire peut-être trop. Est-ce que l'on peut courir quand même à la sensation avec toujours sa montre au poignet? Moi, ce que je dis parfois, c'est lâcher un petit peu les données d'allure, de distance, partez pour une séance d'1 heure et puis faites-vous plaisir. Là, on voit qu'il y a quand même cette volonté de faire ressortir les informations tout de suite après une séance. On va tout de suite aller voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on était ou pas dans les clous par rapport à l'entraînement proposé? Après, il y a d'autres outils qui accompagnent également le coureur, que ce soit les écouteurs, les ceintures cardio. Capteur de puissance, ça reste encore un petit peu confidentiel. Ce Stride là qui mesure en watts la puissance, il y en a pas énormément pour l'instant dans les pelotons. Oui, nous dans l'étude, ça ressort qu'il y a 4% des coureurs qui utilisent un capteur de puissance, donc ça reste assez marginal. Par contre, il y a 25% des coureurs qui ont une ceinture cardio, et ça c'est assez étonnant. Moi, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc il y a un quart des coureurs qui ont une ceinture cardio. On l'analyse notamment sur le fait que les montres GPS en fait sont une porte d'entrée sur les valeurs physiologiques, puisque tu vois sur ta montre GPS, même si c'est pas très précis, et justement c'est parce que c'est pas forcément très précis que tu vas t'intéresser à cette donnée, mais tu vas avoir envie d'avoir quelque chose de plus précis, donc tu vas aller chercher une ceinture cardio. Et c'est probablement la raison pour laquelle il y a 25% des coureurs qui aujourd'hui en France utilisent cette ceinture cardio pour respecter la bonne allure, la bonne zone, pas aller trop vite quand tu fais de l'endurance fondamentale, pas aller trop vite également quand tu fais des séances au seuil. Et donc ouais, ça montre que les coureurs sont très connectés.
Et puis également les écouteurs aussi, 39% des coureurs réguliers en France ont des écouteurs connectés. C'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils écoutent? On n'a peut-être pas poussé assez loin là. Est-ce que ce sont des podcasts? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que ce sont des émissions diverses et variées? Donc, je sais pas. Là, il y a peut-être un sous-item à creuser pour le prochain baromètre. Si, on l'a posé. Ah, vous l'avez posé. Cette question. Attends, je vais te dire très précisément. Là. C'est bon, j'ai retrouvé les chiffres. Il y a 56% qui courent en musique, donc qui écoutent de la musique, pas forcément en compétition, mais en tout cas à l'entraînement, 56%. Et les podcasts, il y en a 25% des coureurs qui écoutent des podcasts en courant. Donc comme ça peut pas paraître forcément beaucoup, mais en fait, on va le nuancer parce que je sais pas vous quand vous écoutez à côté de mes pompes, peut-être que vous l'écoutez en courant, ou peut-être que vous l'écoutez dans les transports, peut-être qu'il y a d'autres moments dans lesquels vous avez envie d'écouter les podcasts. Mais donc on voit que c'est plutôt récréatif en fait. Quand on va courir, on met plutôt de la musique, pas forcément trop de choses, pas trop de podcasts ou de choses plus sérieuses. Par contre, on va le nuancer. Donc il y a 25%, par contre, notamment des gens qui dépensent un budget important pour leur pratique, on monte à 29%. Donc plus les coureurs dépensent et plus les coureurs finalement ont un investissement important dans leur pratique de la course à pied, et plus ils vont écouter des podcasts pendant qu'ils courent. Donc bon, il y a encore une grosse marge d'utilisateurs à aller capter, parce que 1 sur 4, on peut encore aller en chercher beaucoup sur nos émissions de podcasts. Donc appel à tous les podcasteurs, il y a encore une grosse part du gâteau à aller chercher. Puis moi je prends mon exemple. Quand j'écoute des podcasts de course à pied, c'est souvent en voiture en fait, et c'est pas forcément pendant que je cours. J'aime pas trop moi courir avec des écouteurs, parce que j'ai l'impression que ça me prive un peu de l'environnement, et quand je vais courir, j'ai plutôt envie de me reconnecter à la nature. Mais par contre, il y a d'autres moments pour lesquels j'ai envie d'écouter des podcasts, et c'est à ces occasions-là que je le fais. Ouais. C'est vrai que les écouteurs, en fonction du lieu où on va, ça peut être aussi, alors maintenant moins avec les casques à conduction osseuse, mais quand on a les écouteurs donc à l'intérieur de l'oreille, ça peut enfermer un petit peu. On n'est plus dans les bruits ambiants, donc attention si vous pratiquez la course à pied sur des terrains où vous pouvez croiser des voitures, faut être relativement prudent. 2022, il y a quelque chose qui ressort assez fortement, c'est le retour en force des courses qui étaient absentes donc de l'année 2020-2021. Là, vous avez constaté un boom. Je te laisse présenter justement ces chiffres. Oui, donc alors là, c'est pas par rapport à 2020, c'est par rapport à 2021. En 2021, il y a 24% des coureurs qui ont participé à 0 course. Donc pour différentes raisons, il est vrai que les courses elles ont repris à partir du mois de juillet, mais donc un quart des coureurs réguliers en France n'ont pas fait de compétition en 2021, et dans leurs intentions pour 2022, ce 24% descend à 7% qui ne souhaitent pas du tout de faire de course. Donc on voit qu'il y a une envie à nouveau de refaire plus de courses, et notamment plus de 5 courses par an, puisqu'il y a 30% des coureurs, et donc c'est en progression de 17 points par rapport à 2021, 30% des coureurs souhaitent courir au moins 5 courses dans l'année 2022. Donc on voit qu'il y a ce retour là, en tout cas en termes d'intention. Et après, quand on discute avec les organisateurs de courses, on peut quand même constater que les coureurs ont tendance à s'inscrire plus tardivement que les autres années, et donc notamment dans les 2-3 dernières semaines. Et c'est pas forcément évident quand on est organisateur de courses de prévoir le quantité de nourriture, le quantité de cadeaux, quantité de dossards, etc. Et donc, même s'il y a une envie donc très forte de revenir auprès des courses, on constate que sur le terrain, c'est pas forcément encore vraiment ancré et suivi dans les faits. Hein. Moi, j'en suis un peu l'exemple, c'est-à-dire que quand il y a des courses autour de la maison qui se présentent, j'attends bien souvent, oui, la veille ou le jour même pour prendre mon dossard, sans avoir cette anticipation, parce que on a été pour certains échaudés un petit peu par des annulations de courses qui se sont faites très tardivement, mais ça c'était pas la faute des organisateurs, hein, avec des mesures sanitaires qui ont parfois un petit peu coupé l'herbe sous le pied aux manifestations sportives. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont peut-être un petit peu plus prudents. Alors peut-être que sur des grosses courses type UTMB, comme tu le disais, ou Marathon de Paris, les gens vont
anticiper 6 mois, 1 an à l'avance, parce qu'il y a des échéances de tarifs également qui font que plus on prend le dossard tôt, moins le tarif va être élevé. Mais sur des courses, on va dire un petit peu plus populaires, ouais, je me retrouve dans ces constats de on est vraiment très tardif dans l'inscription, jusqu'à une demi-heure parfois avant le début de la course. Donc, faut vraiment se dépêcher. Alors, qu'est-ce qui motive les coureurs justement à prendre part à ces compétitions? Pourquoi ils veulent accrocher un dossard? Donc, ce qui ressort de manière très forte, ça c'est à 67%, c'est le parcours, voire même, en fait, c'est 2 fois 67%, c'est deux raisons évoquées. Donc, le parcours, tu vas déjà regarder la distance et le profil pour t'assurer que c'est une course que tu as envie de faire, notamment en trail. C'est vrai que le facteur du profil peut rentrer en compte de manière importante. Et tu as à nouveau 67% sur le parcours, mais sur le fait qu'il offre des paysages magnifiques, ou en tout cas des paysages dans lesquels tu as envie de courir. Donc, ouais, le parcours, ça reste l'élément principal dans le choix d'une course. Et on voit que le prestige ou la renommée de la course est en diminution par rapport à 2020. Donc, soit tu es une course prestigieuse avec un parcours magnifique, et donc là, tu peux cocher plusieurs cases. Par contre, si tu peux avoir une course un peu prestigieuse, mais un décor qui est un peu moins incroyable, c'est potentiellement ce type de courses qui peuvent être aussi impactées. Et comme tu le dis aussi, les courses près de chez soi, il y a 48%, parmi les critères, 48% des coureurs qui disent que c'est important d'avoir une course près de chez eux. Et donc ça, c'est en progression de 10 points par rapport à 2020. Bah, tu vois, autour du domicile, là, dans la région de Beaugency, à côté d'Orléans, on a vu plein de petites courses voir le jour, ce qui était plus le cas depuis de nombreuses années. Certaines, bien évidemment, n'existent plus, mais d'autres sont dans leur première édition, et il y a la possibilité, sans aller trop loin, d'avoir des courses à portée de son domicile. Par contre, ce que je vois sur votre baromètre, c'est qu'il y a aussi une volonté des coureurs de s'expatrier, d'aller un petit peu au-delà des régions. Ça, c'est le fait peut-être d'avoir été longtemps à la maison. On a envie d'aller découvrir des paysages, parce que entre 50 et 200 km, voire entre 200 et 1000 km, les coureurs sont prêts à se déplacer pour peut-être un parcours, un beau paysage et un profil atypique. Oui, je pense que les gens, ils ont à nouveau envie de refaire un peu de tourisme aussi, en quelque sorte, avec la course à pied. C'est vrai que c'est un bon prétexte pour voyager. Et donc, on voit que les coureurs sont à nouveau plus prêts à faire entre 50 et 1000 km. Donc, il y a 66% des coureurs qui sont prêts à parcourir une distance entre 50 et 1000 km pour participer à une course. Et ça, c'est en progression de 8 points par rapport à 2021. Et donc ouais, ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, on voit que au-delà de 1000 km, donc on peut dire que c'est principalement pour aller à l'étranger, pour aller faire un marathon de New York, un marathon de Berlin ou des courses mythiques. Ce ratio, il reste stable à 14%. Donc, ça veut quand même dire que les coureurs, ils ont une volonté de venir recourir des courses, on va dire, dans un territoire un peu plus élargi, mais sans forcément aller trop loin. Et peut-être aussi en lien avec l'impact carbone que ça peut engendrer. Alors, est-ce que la médaille, le t-shirt de finisher font partie des critères pour qu'un coureur valide une inscription? Ou est-ce que ça, c'est complètement fini? Alors, ce que les coureurs nous disent, c'est qu'à 88%, ils sont prêts à participer à une course qui n'offre pas de goodies ou de t-shirt finisher. Donc ça, c'est typiquement la course, comme tu viens de le dire, près de chez toi. Je pense que t'en as un peu rien à faire qu'elle t'offre une médaille ou un t-shirt. Donc il faut le nuancer par le fait que si tu fais un marathon, probablement que tu as très envie d'avoir ta médaille finisher marathon. Donc il y a quelques distances et quelques courses mythiques qui sont encore obligées d'avoir une médaille et un t-shirt. Mais moi, à titre personnel, quand je participe à une course locale et que j'ai un t-shirt un peu dégueulasse et une médaille que je vais mettre à la poubelle en arrivant, moi, à titre perso, je trouve ça très dommage, et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui le pensent aussi. Donc je pense que c'est plus autant obligatoire de proposer ces cadeaux-là à l'arrivée. Et par contre, il y a quand même quelques personnes pour qui faire même déjà un 10 km, c'est un formidable accomplissement. Donc ce qu'on pourrait proposer aux organisateurs de courses, c'est en fait de proposer en option, c'est de te dire,
t'as un cadeau finisher qui t'est alloué dans le prix que tu vas mettre pour le dossard, pour ton inscription. Et puis tu pourras choisir entre une médaille, un t-shirt ou un cadeau local. Ça peut être une bière, ça peut être un pot de miel, voilà, ou autre cadeau, mais que tu puisses le choisir comme ça. L'organisateur et chacun en fait sera sûr d'utiliser son cadeau à l'arrivée, et donc ça fait pas de déchets supplémentaires. Et donc je pense que ça, ce serait une bonne option qui pourrait être proposée aux organisateurs de courses. Et c'est vrai que sur le plan local, on voit beaucoup de courses réalisées au profit d'eux, donc une association qui soutient une cause, un enfant malade, et on est prêt justement à consacrer une grosse partie donc de notre inscription pour que ça puisse servir ces familles qui en ont besoin. Là dernièrement, je suis reparti avec un sac de pommes de terre ou un pied de melon. Donc au niveau d'une course, moi ça me va très bien. Après, comme tu dis, si c'est pour remplir donc les placards, nos placards de coureurs de t-shirts qu'on ne portera jamais, autant peut-être le mettre donc à profit de ces personnes qui en ont besoin, et en soutenant une cause, on se dit on a fait une bonne action. Et en plus, on a couru. Donc, c'est, je pense, également louable. Exactement, oui. Alors, si on continue sur ce côté financier, combien on dépense ? Est-ce que vous avez une idée des dépenses moyennes annuelles faites par les coureurs ? Donc, les coureurs... attends, il faut que je retrouve mes chiffres. J'y suis presque. Alors, les coureurs en moyenne en France, ils dépensent 758 € pour leur pratique de la course à pied. Donc ça, ce budget de 758 €, il prend en compte l'équipement, la participation aux courses et l'entraînement. Et donc, il se décompose de la manière suivante. 363 € pour l'équipement, donc que ça soit équipement technique, montre, nutrition. Donc, typiquement, quand on prend l'exemple de la montre, si tu l'achètes, si t'en utilises une tous les 5 ou 6 ans, tu peux l'amortir sur plusieurs années, mais donc ça fait 363 €. Pour les courses, c'est un peu en diminution par rapport à 2020, c'est 269 €. Et puis 127 € pour leur entraînement. Donc ça peut par exemple être un abonnement à une salle de sport, un entraîneur personnel ou un service en ligne, comme Run Motion Coach par exemple. Et puis ce qu'il faut noter sur cette partie entraînement, il y a quand même un tiers des coureurs qui ne dépensent pas 1 € pour leur entraînement. Et donc on peut voir d'assez fortes disparités en termes de dépenses en fonction des coureurs. Et puis, je noterai également que sur l'équipement, c'est en très très légère baisse de 5 €. Par contre, il y a un troisième quartile, donc les gens qui dépensent le plus, qui diminuent de 500 à 460 €. Et donc, on peut penser que les coureurs ont fait un peu moins d'investissement en 2022 qu'ils ont pu le faire en 2020. Alors, effectivement, peut-être que des coureurs qui ont débuté leur pratique au moment du confinement, s'étant équipés d'une montre, la montre, elle est encore, on va dire, d'actualité. Par contre, pour les chaussures, je pense que le budget, pour être au contact de magasins, le budget va augmenter de façon, je pense, un peu plus forte, avec déjà l'émergence des chaussures carbone. On va le voir juste après dans la prochaine rubrique de ce baromètre. Mais le coût des matières premières, aujourd'hui, pour faire venir et acheminer des paires de chaussures, ça doit être un petit peu plus coûteux. Donc, est-ce qu'on peut se tourner vers des modèles de chaussures un petit peu plus made in France ? Il y a Vitz, je crois, qui fait cette marque-là, donc du côté de la Vendée, mais on est bien souvent attaché à nos marques qui viennent de très très loin, voire d'Asie. Donc là, ça va impacter, je pense, le budget des runners. Il y a un paradoxe. On a aussi interrogé, je ne sais pas si on reviendra spécialement dessus, mais on a interrogé aussi sur le caractère éco-responsable des coureurs. Dans la vie en général, ils ont tendance à plus de 70% à faire attention au caractère éco-responsable d'où le produit vient, son éco-responsabilité, sa recyclabilité. Et quand on en vient à la course à pied, on a seulement 49%, donc moins de la moitié, alors qu'ils sont plus de 70% en temps normal. Et donc, moi, je l'analyse aussi sur le fait qu'il y a peu d'offres en fait éco-responsables. Et donc, tu as cité Vitz, on pourrait aussi citer certaines marques comme Salomon, qui est certaines chaussures, alors clairement pas toutes, mais certaines chaussures qui viennent de Rhône-Alpes. Et donc on voit qu'il peut y avoir un peu une difficulté quand on parle de tarifs, parce que forcément non, pas forcément, parce que le transport étant réenchéri, ça va peut-être être à nouveau rentable de produire en France, ce qu'on souhaite tous,
Mais en tout cas, ouais, les coureurs ont conscience que les équipements proposés sont globalement tous faits made in China ou made in Vietnam, et donc ils regardent pas spécialement ce caractère-là parce qu'ils savent que l'industrie ne propose pas forcément des produits qui sont bien adaptés de ce point de vue-là. Oui. Donc ça reste, on va dire, marginal le fait que peut-être des coureurs veulent investir dans du made in France. Je sais pas si c'est une question d'offre ou de demande, parce qu'à partir du moment, si tu as plus d'offres, tu peux avoir tendance à être tenté. Par exemple, il y a pas mal de nouveaux textiles qui sont faits avec des t-shirts. Il y a Beaumolet, Wise, Coureur du Dimanche, Caprin. Ça, c'est des textiles assez techniques qui sont, on va le dire, assez chers, mais par contre que tu vas garder dans la durée, et avec des fonctionnalités qui vont peut-être t'empêcher d'acheter en plus une ceinture ou d'acheter un sac à dos. Et donc c'est vrai que si tu regardes dans la durée, je pense que ces produits-là peuvent avoir un intérêt, même si de façon immédiate, c'est un investissement qui est un peu plus cher. Je vois même pour les chaussettes, tu vois la chaussette de France, j'ai une paire qui a 2 ans et qui est emportée presque toutes les semaines, n'a pas bougé d'1 centimètre, contrairement à d'autres chaussettes un peu moins bon marché, je dirais, qui sont déjà trouées et qui n'ont pas la même durée de vie. Donc peut-être comme tu dis, au départ, il y a peut-être un investissement et un budget supplémentaire à mettre, mais dans le temps, la durabilité, même la réparabilité, je crois qu'il y a des marques qui proposent la réparation des accessoires, notamment pour la montagne, ce qui évite peut-être d'aller racheter un sac à dos alors que celui-ci peut être totalement réparé. Donc on a tous des équipements qui ont 6-8 ans, et on se dit waouh, ils avaient quand même une sacrée résistance. Exactement. Et donc on est content de les avoir achetés, ceux-là. Alors, si on part sur l'effet de mode, Romain, la chaussure à plaque carbone, est-ce qu'elle a fait son entrée de façon tonitruante dans votre baromètre ? Tonitruante, je sais pas, mais en tout cas, elle a fait une forte apparition. Il y a quand même 13% des coureurs réguliers qui ont acheté au moins une fois une paire de chaussures à plaque carbone. Donc 13%, c'est quand même assez important. 66% à l'intérieur desquels, donc 66% nous disent c'est pour tester la technologie, et 60% pour être plus performant. Donc ça reste un public soit plutôt performance, soit technologique, qui aime bien acheter des nouveautés. Et donc 87% qui n'ont pas encore acheté de chaussures à plaque carbone, mais par contre à l'intérieur de ces 87%, il y en a 22% qui nous disent qu'ils aimeraient un jour acheter des chaussures carbone. Et donc cette part-là, donc si on prend d'un point de vue global, ça fait 19% des coureurs réguliers qui n'en ont pas acheté et qui aimeraient en acheter un jour. Donc cette part-là reste plus importante que les 13% qui en ont déjà acheté. Donc on voit qu'il y a quand même une curiosité, un intérêt, mais que les coureurs ont pas tous, en tout cas, trouvé, si l'on peut dire, chaussures à son pied. Et donc le fait qu'il y ait des nouvelles offres, notamment de marques, qui vont peut-être un peu moins cibler les coureurs performance, mais qui vont peut-être proposer plus de confort, notamment pour les coureurs bien-être, c'est possible que grâce à cette offre-là, il y ait une démocratisation plus forte de la chaussure à plaque carbone. Et après, chacun en pensera ce qu'il veut, s'il pense que c'est bien ou pas. Moi, j'ai moi-même une paire de chaussures carbone pour la course sur route, parce que c'est vrai que c'est aussi un facteur de performance, et donc c'est un peu dommage de se priver de ça quand on voit que d'autres personnes l'ont aussi, quoi. Sachant que sur les pelotons, peut-être, au regard des compétitions que tu peux faire avec Guillaume, sur le premier tiers du peloton, sur les personnes qui briguent les victoires, vous êtes tous quasiment équipés maintenant en plaque carbone, ou est-ce qu'il y a encore des coureurs qui refusent, bien qu'ayant un niveau donc très élevé, de passer sur cette technologie carbone ? Globalement, il y en a peu qui refusent. En tout cas, mettons sur moins de 35 minutes au 10 km, et puis en dessous de 30 minutes au 10 km, par exemple. Et je pense, j'en connais très peu qui se privent de ça. Justement, on avait posé la question parce que c'était un vrai argument de dire oui, pour gagner des courses, si j'ai plus ma chaussure carbone, potentiellement, je vais perdre des courses à cause de ça. Et donc ça, on avait beaucoup entendu parmi notamment les athlètes élites. Et en fait, ce critère-là, parce que tout le monde en a, c'est seulement 4% des raisons avancées par les coureurs qui achètent une chaussure à plaque carbone. Parce qu'en fait, quand on est un peu plus, mettons entre 35 et 45 minutes, on va pas forcément regarder ce que les autres ont, mais par contre, on va regarder sa propre envie. Et c'est vrai que si la technologie te permet de
de gagner 30 secondes, 1 minute, tu peux avoir tendance à vouloir acheter ces chaussures-là. Ça viendra jamais complètement remplacer l'entraînement, ça c'est clair, mais c'est un facteur de performance comme la nutrition, comme d'autres aspects, les chaussettes de compression par exemple. Et donc forcément, quand tu veux optimiser, quand tu as déjà réalisé 99% de ton potentiel et que tu veux optimiser les derniers pourcents de ton potentiel, ça peut être une aide intéressante. Effectivement. Alors, dernier aspect, mais tu l'as un petit peu évoqué sur le côté éco-responsable. Donc, une éco-responsabilité des coureurs, oui, peut-être encore plus pour celles et ceux qui pratiquent le trail. Dans les faits, après, pour le running, ça se traduit pas, il n'y a pas un report total de cette adhésion pour la planète. C'est ça. C'est ça, mais comme je le disais, c'est probablement aussi lié au fait qu'il y ait moins d'offres. Et on le voit de manière assez intéressante aussi sur la seconde main, parce que par exemple, la seconde main, l'occasion, c'est bien parce que ça permet aussi d'utiliser un produit plusieurs fois. Et donc, historiquement, beaucoup de personnes achetaient aussi des textiles sur Le Bon Coin, sur Vinted aussi. Et on voit qu'il y a 3 services, Everride, Baroudeur, et j'ai mangé le nom du troisième, qui se sont lancés. Et donc c'est aussi, on voit que l'offre elle est en train de se structurer. Et donc potentiellement, plus on aura de services, plus on aura d'offres qui permettront d'être éco-responsables et plus les coureurs pourront franchir le pas. Alors, il y a un aspect qui ne ressort pas dans votre baromètre, c'est le coureur et la blessure. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu mettre en avant ou ça ne faisait pas partie de vos attentes ? On l'avait posé en 2020. On s'est dit qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup d'évolution par rapport à 2020. Donc, on s'est concentré plutôt sur la technologie et l'environnement cette année. Mais en 2020, il y avait en gros un tiers des coureurs qui se blessaient de manière très régulière et notamment chaque année. Le phénomène de blessure est un phénomène important. Dans la question, on avait bien précisé une blessure de plus de 15 jours parce que tu peux forcément des fois avoir des petites blessures de 2-3 jours. On considère pas forcément que c'est handicapant pour ta préparation ou pour ta pratique. Par contre, tu vois, il y a quand même un tiers des coureurs qui se blessent chaque année. Mais c'est globalement un peu moins de ce qu'on entend parce que parfois on dit qu'il y a plus de 50% des coureurs qui se blessent chaque année. Nous on pense que c'est quand même un peu surestimé quand on dit 50% et l'analyse en 2020 c'est plutôt ressortir le chiffre du tiers. Ouais. Alors sur le potentiel coureur en France, à combien on l'évalue ? Quel est ce nombre ? Combien il y a de millions de coureurs ? Est-ce que finalement c'était pas un peu surjoué par les médias au moment du confinement où il y avait énormément de personnes qui parcouraient les rues pour avoir leur heure dérogatoire de sortie ? Aujourd'hui, à combien vous estimez à peu près cette communauté des coureurs en France ? Ça dépend des sources, en fonction si c'est la police ou les syndicats. Le syndicat, c'est la Fédération française d'athlétisme qui nous dit en général 12 ou 13 millions de personnes qui courent, mais en fait dedans, si tu as couru une fois dans l'année, tu es considéré comme un coureur. Et donc nous, on s'est plutôt basé sur des chiffres, notamment de l'Union Sport et Cycle, qui nous indiquait qu'il y avait 4 millions de Français qui participent à des courses chaque année. Et donc, on situe plutôt le nombre de coureurs vraiment réguliers au moins 2 fois par semaine, plutôt aux alentours de ce chiffre-là. Donc, entre 4 et 5 millions de personnes qui courent de manière très régulière en France. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Et à l'approche des élections législatives, est-ce qu'il y a une parité entre les hommes et les femmes ? Ou est-ce qu'il y a quand même une majorité qui se détache ? Ça reste quand même un petit peu plus masculin. Je dirais 55-45. Les pelotons en général. Et après, et ça c'est assez différent en fonction des pays. C'est en France, par exemple, sur marathon et sur ultra, c'est très très majoritairement masculin. C'est plus de 70%, voire des fois plus de 80% des pelotons sur des longues distances qui sont masculins. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Parce que je pense qu'on a un rapport à la course à pied qui peut être différent en fonction des pays. En France, les distances longues restent quand même un peu élitistes en termes de perception, alors que notamment aux États-Unis, c'est un challenge personnel qu'on peut se fixer, quel que soit notamment son poids. Quand on regarde aux États-Unis, il y a pas mal de coureurs en surpoids qui font le marathon de New York, qui vont le faire peut-être de manière un peu récréative en 6h30 ou 7h. Mais en France, déjà, si tu fais 7h, t'es
t'es mis dehors avant la fin par la barrière horaire. Et donc, je pense qu'il y a une approche culturelle qui est un peu différente. Et c'est peut-être aussi lié au fait que on doit aussi passer par un certificat médical en France, et que c'est du coup un peu plus élitiste. Alors qu'aux États-Unis, on va plutôt considérer, ok, t'es en surpoids, fais pas n'importe quoi, mais fais-le quand même parce que ce sera toujours mieux que de rester dans ton canapé. Bah effectivement. Et c'est pour ça qu'on voit vachement ces différences-là au niveau international. Eh bien, merci Romain pour cet éclairage sur le baromètre donc du running 2022 réalisé donc par Runmotion. Où est-ce que l'on peut vous retrouver si les gens ne savent toujours pas par quel biais vous contacter? Donc Runmotion Coach, l'application elle est téléchargeable sur l'App Store et sur Google Play quand vous tapez Runmotion ou Runmotion Coach. Et puis après on a des réseaux sociaux donc sur Facebook, Instagram, et on a aussi une chaîne YouTube Runmotion Coach. Donc vous pouvez nous trouver sur tous ces canaux-là, et on a un service client qui est réactif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via ces canaux-là. Et donc, concernant ton actualité, en préparation de l'UTMB, comment tu l'abordes? Tu es en plutôt bonne forme, ou encore on est peut-être encore loin là des semaines, on va dire, cruciales pour ton entraînement? J'ai quand même pas mal basculé sur l'entraînement trail avec pas mal de dénivelé là ces derniers jours. Donc je suis plutôt bien en ce moment. Je me suis un petit peu tordu la cheville là il y a 3 jours en tournant une vidéo. mais sinon là je vais faire pas mal de vélo pour compenser, et puis je reprendrai comme il faut à partir de lundi. Donc ouais, globalement l'entraînement se passe bien. Eh bien, merci pour ces nombreux éclairages. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.